Salut les Focusiennes, salut les Focusiens et bonjour à tous les autres. 1 an. Ça fait 1 an que la chaîne a été lancée et je vous remercie de la suivre. Vraiment, un grand merci à vous. Et pour les nouveaux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Pour ce qui concerne la suite de l'aventure, j'ai 2 nouvelles. D'abord, en ce qui concerne les almanachs de l'histoire, c'est la 2e vidéo de l'année, nous sommes au mois de décembre. Et pour le moment, ça sera la dernière. Je commence à avoir du mal à concilier YouTube et ma vie professionnelle. Et devoir sortir une vidéo à date fixe à chaque début du mois, ça m'enlève du plaisir et ça devient une obligation. Et ça, j'ai pas envie. Donc pour 2023, je vais faire des vidéos au fil de l'eau. Et des fois, il y en aura 2 par mois, des fois peut-être qu'il y en aura 3, des fois il y en aura qu'une. Mais voilà, je vais prendre un peu plus de plaisir et un peu plus de temps. Et comme vous allez l'entendre quelquefois, j'ai le nez un peu bouché, je m'en excuse. Mais sans plus tarder, allons voir ce qui s'est passé en décembre dans l'histoire. On remonte le temps et c'est parti. Le 4 décembre 1154, Nicolas Breakspere est élu pape sous le nom d'Adrien IV. Il prend la suite du pape Anastase IV qui vient de mourir. C'était à ce jour le seul pape anglais. Son père est un clerc anglais qui rentre dans les ordres à la mort de sa femme, et Nicolas se retrouve livré à lui-même et doit se débrouiller tout seul. Son éducation s'arrête là, c'est ce qui va lui poser problème par la suite car lui aussi voudrait faire une carrière dans les ordres, mais son manque d'éducation pousse peut-être l'abbé à lui refuser le noviciat. Sidérant, tout simplement sidérant. Le quoi? Dans toutes les traditions religieuses, occidentales comme orientales, le noviciat est une période d'initiation et de probation à la vie religieuse stable. En gros, c'est une école pour curés et bonnes sœurs. Comme on vient de lui refuser le noviciat, il part en France et entreprend son éducation religieuse. Il devient chanoine à Saint-Rufus, près d'Avignon, mais il s'arrête pas là, il devient prieur, puis abbé en 1140. Il a alors 40 ans, et il attire l'attention d'Eugène III qui admire sa discipline et son approche zélée des réformes. Eugène l'envoie donc sur plusieurs missions, d'abord en Catalogne, en pleine Reconquista. La Reconquiste quoi? J'ai jamais compris ce truc. Tu sais sûrement qu'en 711, les musulmans ont envahi la péninsule ibérique suite à la bataille de Guadalete. Presque toute la péninsule passe sous domination musulmane en moins de 5 ans. La Reconquista commence 11 ans plus tard, en 722, quand les musulmans sont battus par le Wisigoth Pélage, qui reconquiert le territoire nord correspondant aux actuels Pays Basques, Cantabrie et Asturie. Maintenant, c'est stop. Mais ce n'est que plusieurs siècles plus tard que les chrétiens envisagent leur conquête comme un effort commun pour restaurer le royaume wisigoth. La Reconquista, c'est donc l'époque durant laquelle les chrétiens de la péninsule ibérique ont récupéré le sud de leur pays occupé par les musulmans, appelés les Maures, qui avaient fait de Cordoue, de Séville et de Grenade leur capitale. Mais comme vous êtes curieux, je vous laisse chercher les infos par vous-même. Il débarque donc en Catalogne, mais son côté rigoureux ne plaît pas à son abbaye. Pour calmer le jeu, Eugène III le fait cardinal d'Albano et l'envoie en mission diplomatique en Scandinavie. Il arrive en Norvège en plein milieu d'une guerre civile. Une guerre civile? Il y a une guerre civile en Scandinavie? Oh, plein. Mais celle qui nous intéresse est la guerre civile de Norvège qui a duré 110 ans. C'est une guerre de succession suite à la mort de Sigurd le Croisé en 1130 et qui s'est terminée en 1240. Durant ce laps de temps, dans l'histoire norvégienne, une vingtaine de rois rivaux et de prétendants ont mené une guerre pour revendiquer le trône. Parce qu'en l'absence de loi formelle régissant les prétentions au pouvoir, des hommes qui en avaient le lignage et qui voulaient être rois se sont manifestés et ont conclu des accords plus ou moins pacifiques en établissant des lignes de succession temporaires à tour de rôle statuant ou en se partageant le pouvoir simultanément. Pour ceux que ça intéresse, je ferai peut-être plus tard une vidéo sur la guerre civile norvégienne, et pour les plus impatients, comme tout à l'heure, je vous laisse chercher par vous-même, soyez curieux. Il faut être curieux. Malgré ça, il réorganise l'église norvégienne sur le modèle romain et part en Suède où il fait la même chose. Son travail en Scandinavie en tant que légat du pape permet la création de nombreuses écoles et cathédrales dans les villes de Norvège, laissant un effet durable sur le système éducatif et la conscience spirituelle en Scandinavie. Et ça plaît beaucoup à Eugène III. Nicolas quitte la Scandinavie sur un bilan positif et retourne à Rome à la mort d'Eugène et sera élu pape à 54 ans. Mais pourquoi lui? On sait pas trop pourquoi il a été élu pape. Peut-être parce que Eugène III l'avait demandé avant sa mort, ou peut-être à cause de sa bonne gestion des affaires en Scandinavie. En tout cas, il est élu à l'unanimité, il prend le nom d'Adrien IV, et c'est comme ça que je vais l'appeler maintenant. C'est vrai ça? Pourquoi les papes changent de nom d'abord? Il change de nom pour montrer l'importance de la consécration qui fait de lui un autre homme. Il n'est donc plus la même personne qu'avant. Alors pourquoi Adrien? Sûrement pour rendre hommage à Adrien de Cantorbéry, qui a réformé l'église anglaise au 7e ou 8e siècle, ou pour rendre hommage au pape Adrien Ier. Alors en tant que pape, sur ses presque 5 ans de règne,
il remet de l'ordre dans Rome et il rentre en conflit avec Guillaume de Sicile, le roi normand de Sicile, et Frédéric Barberousse, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Pour une histoire de territoire, mais ce serait beaucoup trop long à expliquer. Comme d'habitude, soyez curieux. Il donne à Henri II la suzeraineté de l'Irlande, mais là-dessus on n'a pas trop de preuves. Le pape Adrien IV meurt le 1er septembre 1159, probablement en avalant une mouche qui se trouvait dans son vin et qui s'est bloquée dans sa gorge sans qu'on ne réussisse à la récupérer. Le 5 décembre 1360, une ordonnance de Jean II le Bon crée le franc, un denier d'or de 24 carats représentant le roi sur son cheval, afin de pouvoir payer sa rançon. Pourquoi le roi devait payer une rançon? Il avait été fait prisonnier par le roi Édouard III après la défaite de Poitiers en 1356. Bravo! Mais la bataille de Poitiers, c'est pas Charles Martel contre les Arabes? Si, mais pas que. Pendant la guerre de 100 ans, Jean de Lebon se prend une branlée monumentale à Poitiers par l'armée anglaise et par ses archers. Le nom de franc trouve son origine pour les raisons mêmes de sa création. Nous avons été délivrés à plein de prisons et sommes francs et délivrés à toujours, disait le roi dans son ordonnance. En 1365, un nouveau franc or, appelé franc-pied, est frappé à l'image de Charles V. En 1437, Charles VII réduit le poids du franc à 3,06 g d'or fin et reprend l'image du roi à cheval. Le franc d'or, en poids et au change, est alors équivalent, à un demi-gramme près, au florin, la monnaie la plus importante en Europe. En 1575, Henri III crée le franc argent et ses subdivisions de demi-franc et de quart de franc, mais 20 ans plus tard, le franc argent est abandonné, car les pièces d'argent sont souvent reliées. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que des petits malins en prélèvent quelques petits morceaux et retapent la pièce, ce qui en fausse la valeur pendant les échanges. Le roi Louis XIII fait émettre des demi-francs et des quarts de francs, puis il décide de réformer le système monétaire en 1640, et le 23 décembre 1641, la monnaie frappe une nouvelle pièce d'or, à laquelle le roi donne son prénom, le louis d'or. Le franc devient alors une monnaie désuète. En 1795, Napoléon remet le franc au goût du jour et en fait la monnaie nationale afin de relancer l'économie. Parce que l'économie n'allait pas fort? En gros, les temps sont tellement incertains que les gens gardent leur argent et ne font circuler que les pièces de bronze. C'est un peu comme si maintenant, tout le monde gardait ses billets et ses pièces d'euros et ne payait qu'en pièces de centimes. Et à un moment donné, ça bloque l'économie. Ouais, c'est marrant. Le franc germinal est confirmé et institué en 1803 et sera jusqu'en 1914 équivalent à 4,5 g d'argent ou 290 mg d'or. Et en 1954, le général de Gaulle crée le nouveau franc, qui disparaîtra en 2002 avec l'arrivée de l'euro. À la fin de l'année 1240, certains disent le 19 novembre mais plus vraisemblablement le 6 décembre, l'invasion et la conquête de la Russe de Kiev va marquer le début de l'invasion mongole en Europe. En 1236, l'armée mongole dirigée par Batu, un petit-fils de Gengis Khan, attaque les diverses principautés de la Russe de Kiev qui tombent les unes après les autres. Cette victoire permet à Batu Khan de se diriger vers l'ouest en Europe. Batu arrive en Ukraine actuelle en 1239 et continue les massacres et le pillage. Et, en 1240, les Mongols sont au pied de Kiev, et là ils changent de tactique. Mais pourquoi ils font ça? Il paraît qu'ils avaient trouvé la ville si belle qu'ils ont envoyé des émissaires pour négocier la reddition de la ville, émissaires qui seront assassinés par les habitants de Kiev. Les Mongols n'ont plus le choix, ils font le siège de la ville. Batu Khan détruit les forces des vassaux russes qui étaient en route pour soulager Kiev, et toute l'armée mongole campe devant les portes de la ville. Le 28 novembre, les Mongols installent des catapultes près de l'une des 3 portes du vieux Kiev. Les Mongols ont alors commencé un bombardement qui a duré plusieurs jours et se frayent un passage dans les murailles d'un coup de catapulte. Les fumiers! Le 6 décembre, les murs de Kiev ont été percés, et là commencent des combats sanglants, des combats au corps à corps dans les rues de Kiev. Les Mongols prennent la ville d'assaut, et les Kieviens subissent de lourdes pertes. La plupart des habitants se réfugient dans l'église de la Dormition de la Vierge de Kiev, plus connue sous le nom d'église de la Dîme, mais même la protection d'un lieu sacré ne les sauve pas. Les Mongols sont entrés et les ont massacrés? Non. Ils sont coriaces, ces barbares. Une idée. Il me faut une idée. Ça y est, j'ai trouvé. Une fois les habitants à l'intérieur, les Mongols ont incendié l'église, elle s'est effondrée sur les habitants. Après cette victoire, les princes de la Russe sont forcés de jurer allégeance aux Mongols et d'intégrer l'empire de la Horde d'Or, empire qui va dominer la région jusqu'en 1480. Bien que la domination des Mongols soit pacifique, la conquête a laissé plusieurs principautés en ruine pendant des décennies. Kiev a mis des années à se relever,
et des places fortes comme Novgorod et Moscou en ont profité pour prospérer. Culturellement, les Mongols ont amené le réseau postier, ainsi qu'un changement de civilisation au niveau culturel et au niveau des lois. Ah bon? Comme quoi? Certains nobles changent de nom et adoptent la langue tatare, entraînant un changement linguistique et culturel dans la vie de Russie. La domination mongole est la cause de la division du peuple slave en Russie en 3 nations distinctes que sont la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine. Il y a maintenant 2 ans que le très saint père Nicolas IV est mort. 2 ans que le conclave n'arrive pas à se mettre d'accord. Les factions romaines et les cardinaux soumis à l'empereur germanique n'arrivent pas à s'entendre sur un nom. Il est alors décidé de mettre un inconnu sur le trône papal et le sort désigne Pietro Anghieri, connu aussi sous le nom de Pietro da Morone, un moine ermite de l'ordre des bénédictins. Un peu plus de 5 mois plus tard, il démissionne de sa fonction. Ah! Bah pourquoi? On va voir ça. Pietro est né, ça c'est sûr il est né, on en est certain, mais on sait pas trop quand. Certains disent en 1215, d'autres en 1209 ou en 1210. D'origine modeste, il prend l'habit bénédictin vers l'âge de 20 ans, et quelques années plus tard, pour suivre la règle primitive de Saint Benoît, il se fait ermite et s'en va vivre dans une grotte. 4 ans plus tard, en 1235, il est élu moine et s'installe sur le mont Morone et fonde la congrégation d'ermites et une église consacrée à Sainte Marie, puis au Saint-Esprit. Il fonde ensuite l'ordre des Célestins, puis est élu abbé plusieurs fois. Mais c'est pas une charge à vie, ça? L'abbé général de l'abbaye du Saint-Esprit est élu pour 3 ans. Ensuite, il se retire dans la grotte de Sant'Onofrio al Morone. Il était tranquille pépère quand il voit débarquer les 12 cardinaux du conclave de Pérouse qui viennent lui annoncer son élection au titre de pape, élection à laquelle il n'a même pas candidaté. Nous sommes en juillet 1294. Mais pourquoi lui? Peut-être que son élection a été suggérée par Charles II d'Anjou. Ce dernier avait demandé à Pietro d'écrire une lettre pour réprimander sévèrement les cardinaux. Pietro accepte et débarque à l'Aquila sur le dos de sa mule, et prend le nom de Célestin V. Il transfère sa cour à Naples, et c'est là que son fardeau commence. Que s'est-il passé? Il n'est pas formé à la théologie, il ne connaît pas le droit canonique ni le fonctionnement de la curie romaine, et il a un latin médiocre. Et en plus, il est sous l'emprise de Charles II d'Anjou. Pendant son court règne, il rétablit la constitution Ubi Periculum. Je connais pas ce mot-là. La bulle papale qui prescrit l'enfermement du conclave. Après ça, il accorde de nombreux privilèges à sa congrégation et crée 13 nouveaux cardinaux. Il voit rapidement qu'il n'est pas à la hauteur de la tâche, de par ses manques de connaissances et à cause de son âge et de sa santé. En accord avec les cardinaux, il édicte un décret permettant au pape de démissionner. Décret encore en vigueur aujourd'hui. Coucou Benoît XVI. Il quitte sa charge en décembre 1294. Mais son calvaire ne s'arrête pas là et le nouveau pape, Boniface VIII, le garde enfermé au château de Fumone après une tentative d'évasion pour la Grèce. Pour quelle raison fait-il ça? Il veut le garder sous surveillance au motif qu'il pourrait être enlevé par ceux qui contestent la validité de la renonciation. Il y mourra 10 mois plus tard. En décembre 1582, 11 jours ont littéralement disparu. Les gens se sont endormis le 9 décembre au soir et se sont réveillés le 20 décembre au matin. Autant dire que les retardataires pour les cadeaux de Noël ont été un peu dans la merde. Mais, je vous vois venir, ou plutôt je vous entends, il s'est passé quoi, vous demandez-vous? La Terre est-elle passée dans une faille spatio-temporelle? Un sort a été jeté à la population entière par une sorcière maléfique? Spoiler! Même pas. Si on est passé du 9 au 20 décembre, c'est par décision du roi Henri III. Bah pourquoi? Parce qu'il était peut-être impatient d'avoir ses cadeaux de Noël. Plus sérieusement, il s'est conformé à une bulle papale prise 2 mois auparavant. Mais pourquoi? On va aller voir ça tout de suite. Jusqu'en 1582, on utilise dans le monde chrétien le calendrier julien institué par Jules César, qui suppose la durée de l'année tropique. La quoi? Le laps de temps qui sépare 2 passages du soleil au point vernal. Je connais pas ce mot-là. Point vernal? L'équinoxe de printemps. Donc, Jules a estimé la durée d'une rotation astrale à 365,25 jours. Elle est exactement de 365,24219 jours. Il n'est pas tombé loin. Mais même si près le décalage est perceptible et tous les 128 ans, les passages aux équinoxes et aux solstices sont avancés d'1 jour. Si bien qu'en 1500, l'équinoxe de printemps tombe 10 jours plus tôt qu'à l'Antiquité. De plus, le calcul de la date de Pâques, qui célèbre la résurrection du Christ, est devenu complètement fausse. Le pape Grégoire III décide donc de reprendre les affaires en main et de régler le problème. Il efface 10 jours et 3 années bissextiles. Rien que ça? C'était soit ça,
soit on allait finir par fêter Pâques en plein été. Et les œufs fondus, c'est pas top. Le décalage n'est plus que de 2 jours tous les 10 000 ans. Ah ça va, c'est acceptable. Ouais, mais ça crée des situations loufoques. Lesquelles? Par exemple, Thérèse d'Avila est morte dans la nuit du 4 au 15 octobre 1582. Qui ça? C'est une religieuse carmélite espagnole dont l'influence de ses écrits et le témoignage de son expérience mystique en fait une figure majeure de la spiritualité chrétienne. La réforme a l'air pas trop mal et elle est mise en vigueur. L'Espagne et le Portugal l'adoptent immédiatement. La France traîne un peu des pieds et rentre dans le rang 2 mois plus tard. Mais le roi Henri III en profite pour mettre le début de l'année au 1er janvier. Les pays protestants, par contre, n'acceptent pas ce nouveau calendrier. Ajoutez à cela le fait que la France commence son année en janvier et d'autres le 25 mars, je vous laisse imaginer le casse-tête. Isaac Newton a la particularité de mourir à la fois le 20 mars 1726 et le 31 mars 1727, selon le pays où on est. Le calendrier grégorien finit par s'imposer, surtout à cause des échanges commerciaux dans tous les pays d'Europe, même si l'Angleterre attend 1752, la Prusse 1610 et la Russie 1918. Les autres pays s'accordent aussi sur le calendrier, par exemple le Japon en 1873 et la Chine en 1912. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté des informations. En attendant, si vous voulez soutenir la chaîne, mettez le petit pouce bleu, partagez la vidéo. Si vous voulez pas la soutenir, ne faites rien. Et si vous avez un commentaire, n'hésitez pas, c'est pour le référencement. Et si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous. Ça coûte rien et franchement, ça me fait plaisir et ça fera évoluer cette petite communauté. N'oubliez pas, soyez curieux, et c'est en connaissant le passé qu'on comprend le présent et qu'on appréhende l'avenir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.